La voix des hommes. Campagne de sensibilisation sur la santé mentale des hommes. Les hommes sont beaucoup moins enclins à parler de leurs difficultés et de leurs sentiments. Les idées préconçues sur la masculinité et les préjugés auxquels font face les hommes qui demandent de l'aide persistent. La pandémie a affecté la vie sociale, la santé mentale, les habitudes de vie et la réalité du travail des Québécois. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 30% attribuent complètement les sentiments de détresse psychologique à la pandémie et 77% estiment que leur satisfaction à l'égard de leur vie sociale a baissé, tandis que 45% ont baissé la fréquence de leur activité physique. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi si peu d'hommes consultent-ils une ressource ou un professionnel pour répondre ou résoudre leurs problèmes de santé mentale? La conjoncture en matière de santé mentale des hommes a atteint un point critique dans notre histoire. Les acteurs sont mobilisés pour répondre aux besoins d'un nombre croissant d'hommes qui souffrent de troubles de santé mentale. De son côté, Repère, en collaboration avec le Comité de santé et bien-être des hommes de Laval, lance une seconde expérience de podcast, La Voix des hommes, qui sera dédiée à la santé mentale des hommes. Grâce à cet outil, nous invitons des hommes à parler ouvertement et en toute confiance de leurs problèmes de santé mentale. Nous sommes convaincus que grâce à leurs témoignages, plusieurs hommes seront mieux informés et mieux orientés. Parlons santé mentale. Faisons la différence maintenant. Alors j'accueille notre premier invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, sans trop tarder, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le contexte de votre défi avec la santé mentale? Ben, c'est sûr que moi, dans mon cas, la santé mentale, c'est plus la gestion de mes émotions. J'ai de la misère à gérer quand un de mes proches ou comme là présentement ma conjointe elle a un cancer. Mm-hmm. Quand je me sens impuissant à aider un proche, ben je deviens émotif. Mm-hmm. Puis ça, c'est une affaire que j'aimerais ça régler parce que je deviens complètement inutile. Mais ma femme, c'est ça, là, elle a un cancer, puis tu sais, je peux pas guérir son cancer. Tu sais, quand une personne a mal au dos, ben tu peux lui faire un massage, l'emmener chez le chiro, tu sais, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais je me sens tellement, tu sais, comme impuissant que quand on a appris que ma femme elle a un cancer au mois de décembre, j'ai comme eu un choc post-traumatique là, littéralement. Puis en plus, ben là, on a perdu grand-maman à cause de la COVID aussi. J'ai perdu mon emploi. Fait que c'est dur là, présentement. Effectivement, quand même la gestion des émotions, c'est quand même un enjeu important. Comment vous avez réussi à définir cet enjeu-là? Ben c'est ça. Là, j'ai eu des problèmes avec la DPJ le 26 avril. Puis j'ai eu le temps, tu sais, de tout seul là, de réfléchir à moi-même, tu sais, qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans la vie. Mm-hmm. Puis là, vu que j'étais plus avec ma famille, que mes enfants m'avaient été retirés, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Puis depuis ce temps-là, ben j'essaie de voir là, de quelle façon que je pourrais comme essayer de passer par-dessus. J'ai vu mon médecin de famille que je rencontre régulièrement là, pour savoir l'évolution de mon enjeu mental. Elle semble pas dire que présentement je suis en dépression, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que je suis en choc. J'ai de la misère, tu sais, à contrôler mes émotions, surtout que je parle de ma conjointe. Il y a des signes et des symptômes qui peuvent indiquer qu'un homme éprouve des problèmes de santé mentale, entre autres changements de comportement, anxiété, consommation plus d'alcool et de drogue, même d'avoir des idées étranges. Avez-vous eu ce type de signes et symptômes? Non, ben j'ai jamais touché à la drogue. Je bois peut-être 24 par année, tu sais, c'est vraiment un peu. Puis j'étais pas plus
agressif avec ma conjointe là, depuis que j'ai su son show. C'est plutôt même le contraire. J'étais trop comme, je me laissais trop aller. Puis elle a pas vu les signes, symptômes, tu sais que j'étais dépressif, tu sais, en cause de ça. Puis elle a fallu que je l'aide plus, mais elle, en l'aidant moins, même que je l'aidais moins, elle avait comme un genre de colère envers moi, tu sais, qui au lieu de me demander si j'allais bien, tu sais, qu'elle aurait pu me demander, t'as pas l'air affilé, tu sais, ça fait 24 ans presque qu'on est ensemble. Mais même elle, tu sais, parce que je parle pas de ça à personne quand je vais pas bien. Alors, mais c'est ça la question. Alors, comment vous vivez ce stress dans la réalité, là, en fait, de chaque jour? Hein? Ben, moi, qu'est-ce qui me sauve, là, c'est mon travail, c'est d'aller travailler. Ça me change. J'ai oublié pendant quand même un certain temps là, la situation actuelle. Le travail, ça m'aide beaucoup. Là, puis c'est ça, ben, j'avance un jour à la fois, puis j'essaie d'être le plus positif possible. Je montre aucune agressivité envers personne parce que je pense pas que ce soit la façon de me guérir, là, être agressif avec le monde. Je suis quand même serein. Mais il n'y a pas grand monde qui le savent là, que présentement je suis malade. Il y a juste des amis proches là, que je l'ai dit à mes parents, mes beaux-parents. Est-ce que la pandémie a augmenté le stress pour vous? Est-ce qu'il a affecté plus votre situation? Ben, en début de pandémie, là, c'est sûr qu'on regardait les nouvelles à tous les jours, puis là, c'est juste de ça qu'on parlait à la télévision, puis on regardait le premier ministre à 13 heures, puis j'ai éprouvé beaucoup d'anxiété par rapport à ce que j'ai des enfants. Puis personne pouvait. Ils se doutaient qu'il y avait rien de dangereux pour les enfants. Mais tu sais, personne pouvait être sûr que les enfants étaient hors de danger. Puis c'est ça qui m'a affecté plus, l'anxiété. Mais le fait d'être isolé à la maison, là, zéro. Moi, j'étais un gars solitaire. Ma conjointe était une femme solitaire. Moi, quand j'étais jeune, je pouvais partir des journées dans le bois tout seul, puis j'étais bien avec moi-même. Mais c'est ça, l'isolation m'a pas affecté, même que des fois j'aimais ça, là, de pouvoir être isolé, sans être obligé d'aller à l'extérieur. Ou, je l'ai quand même bien vécu, l'isolement. C'est juste l'anxiété avec mes enfants, l'inconnu, parce qu'il n'y a pas personne qui a connu ça sur la planète depuis 1909. Là. 19, là, la grippe espagnole. Fait que, on savait pas à quoi s'attendre. Le virus était pour être super dangereux ou évoluer dans une façon, tu sais, que on s'en sortira pas. Tout le monde, je pense, qu'ils ont éprouvé de l'anxiété les premières semaines. Mais après un certain temps, ça s'est calmé. Puis le fait d'être seul à la maison, ça n'a pas changé. J'ai pas été plus agressif avec mes enfants ou avec ma conjointe. On vivait ça quand même assez sereinement. On regardait Netflix en masse. Mais quand même, vous éprouvez des difficultés, c'est la raison pourquoi vous voyez votre psychologue, votre médecin sur une base régulière. Ouais, mais... Dites-moi, quel était le moment déclencheur où vous avez réalisé que vous devrez aller voir quelqu'un, vous devrez demander de l'aide? Ben, c'est quand que j'ai réalisé que la DPJ m'enlevait vraiment mes enfants. Là. La journée même, en sortant du palais de justice, j'ai eu un point sur le cœur. Mais ça faisait vraiment mal. Je pensais que j'avais une crise cardiaque. J'ai appelé mon médecin. Elle m'a dit de venir tout de suite. Puis elle a écouté mon cœur, puis elle m'a envoyé à l'hôpital. Ça a été un petit tour d'ambulance à l'hôpital. Puis ils ont constaté que c'était pas une crise cardiaque que je faisais, c'était juste un stress intérieur que je vivais. Fait que j'ai continué à aller la voir pour lui parler, puis lui conter toute l'histoire, tu sais, puis elle est vraiment, tu sais, comme à l'écoute là, de ce que je lui dis. Là. Puis je sens pas de jugement, tu sais, quand je lui parle, parce que tout ce que la DPJ a me reproché, ça s'est passé la plupart, tu sais, dans le passé. Dans les années 2005 à peu près, où que j'avais vraiment un problème mental. Puis c'est même pas un psychologue qui m'a guéri, c'est parce que moi j'avais des
des maux de tête intenses. Là. J'avais des migraines là, qui pouvaient perdurer là, une journée ou 2 journées, mais quand ça arrive 5 ou 6 fois par semaine, à un moment donné, le corps, lui, il devient comme agressif, là, d'être tout le temps malade. Là. Oui. Mais quand Sans... j'ai réussi à avoir un médecin pour trouver un médicament pour mes migraines, mais du jour au lendemain, ben Nancy aussi à cette année, là, ma conjointe a dit gars, là, ça marche plus. Là, j'ai dit que j'étais pour changer. Puis du jour au lendemain, j'ai changé, j'étais allé voir mon médecin, il m'a prescrit des pilules, ma migraine, puis tout a commencé à bien aller. Mais même encore le 26 avril, mais elle en avait encore, c'est comme... C'est difficile de réparer quelque chose qui a duré peut-être 2, 3 ou 4 ans. Elle est restée comme avec des stigmates de ça, tu sais. Quand elle a une nouvelle à m'annoncer, elle sait jamais comment elle va me l'annoncer, mais elle avait pas réalisé qu'elle pouvait me dire n'importe quoi, puis qu'à cet âge, j'étais plus le même homme, là. Fait que c'est sûr qu'en plus que je l'aidais moins à la maison, mais ça a fait que Nancy a trouvé ça dur, tu sais, cette période-là, fait que c'est ça. Vous avez dit que vous êtes plus à l'aise avec l'isolement, ça vous affecte pas, mais est-ce que vous vous considérez quand même bien entouré, c'est-à-dire vous avez un réseau de soutien prêt à vous aider, à vous écouter en cas de besoin? Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai demandé à mon médecin si je pouvais avoir un psychologue. Mais ça, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent à investir là-dedans, là, vu que ma conjointe est arrêtée de travailler, quoi. J'ai juste mon salaire qui rentre. Je suis obligé de subvenir aux besoins de mes enfants, de leur toit sur la tête, puis tout. Fait que, en cause d'un manque d'argent, mais je peux pas aller voir vraiment un psychologue. Fait que, mais en général, tout va bien, sauf quand il y a des périodes là, d'annonces là, tragiques là, qui extensionnent le moment que je vais pouvoir retourner à la maison. Ça, je le vis un peu plus mal. Là. Mais c'est ça, j'essaie d'y aller au jour le jour, puis d'essayer d'avancer, puis je pense à mes enfants, puis que un jour, ben, je vais les revoir, puis tout va retomber à la normale. Là. Avez-vous présentement un plan avec votre médecin ou avec d'autres ressources dans l'objectif de votre guérison, quoi? Ben, là, le plan, là, c'est que il y a un repère que j'ai demandé de l'aide, mais aussi la DPJ offre des services là, d'aide à la parentalité pour aider aux parents à être capable de parler à son enfant sans être obligé de leur taper les fesses. Ça s'appelle le programme 5-12. Ça concerne les enfants, parce que moi j'en ai 2, qui se chicanent entre eux autres. Là. C'est parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que les chicanes, c'est entre frères et sœurs que je leur tapais les fesses quand ils se chicanaient. Jamais je les ai chicanés pour autre chose. Mais ça arrivait de plus en moins souvent parce que ma plus vieille, elle prend de l'âge et elle comprend qu'il faut qu'elle fasse attention à son petit frère. Son petit frère, c'est un petit peu plus fréquent. Mais c'est ça, là, en ayant du soutien, de pouvoir savoir comment corriger mes enfants, ben ça va régler une grosse partie du problème. Mes enfants, tu sais, ils commencent à comprendre aussi qu'il faut qu'ils chicanent moins. Fait que c'est ça, au mois d'octobre, il y a un service là, que ma conjointe aussi, d'ailleurs, va le suivre parce qu'elle aussi, elle a de la misère avec la discipline. Quand ils se chamaillent un l'autre, tu sais, c'est quoi leur dire les bons mots, puis leur faire comprendre comment faut qu'ils agissent, puis les conséquences que des fois ça peut avoir sur la santé de son petit frère. Elle a failli crever un œil à son petit frère au mois d'avril. C'est pour ça que je l'avais tapé. Si elle a perdu un œil, elle aussi se serait sentie coupable. Là. Oui. C'est ça, c'est de l'aide pour pouvoir aider à mes enfants à se comporter mieux un l'autre que j'ai besoin. C'est certain qu'on doit être bien pour aider d'autres personnes. Ma dernière question pour vous, je ne sais pas si vous avez un message à adresser à des hommes dans la même situation que vous pour les soutenir, les encourager à demander de l'aide. Ben, moi, qu'est-ce que j'aurais à suggérer, c'est quand on commence à se sentir mal à l'intérieur, de ne pas essayer de le cacher aux personnes qu'on aime.
de s'asseoir avec eux autres, puis de partager nos émotions, surtout quand ça fait très longtemps que vous êtes avec la personne, elle devrait comprendre assez facilement que vous êtes malade, parce que la maladie mentale, c'est aussi grave que une maladie physique. Faut la soigner notre tête, là. Puis si on dégénère trop, si on corrige pas les bobos, c'est comme avoir une voiture qu'on répare jamais les bobos. À un moment donné, on pourra plus la rouler, l'auto. Il faut réparer les bobos au fur et à mesure. Sinon, l'accumulation de tout ça fait qu'on tombe dans une crise qui après ça qui est presque insurmontable. C'est de parler à sa conjointe ou à son conjoint, à aller consulter son docteur. Puis les docteurs, habituellement, ils savent vous orienter pour essayer de vous aider, que ce soit côté parental ou côté stress, côté angoisse. C'est ça qui est important, de soigner autant sa tête que son corps, parce qu'un marche pas sans l'autre. Merci beaucoup de votre ouverture. Merci d'avoir accepté de participer à notre programme. Je vous souhaite le meilleur des chances. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.